Je me réjouis déjà de parler après M. Balthazar parce que la plupart de ce que je vais dire en fait est plutôt en relation avec ce qu'il a déjà mentionné. Comme vous le savez, ma communication en fait porte sur la manière dont les Africains au Québec perçoivent cette notion, l'acception, c'est-à-dire le sens qui est donné à la notion de francophone et d'identité francophone en particulier. Comme on le sait, le qualificatif de francophone au Québec participe d'un triptyque dont les deux autres volets sont anglophones et allophones. Ce triptyque informe de la diversité croissante de la population québécoise, qui s'alimente de plus en plus de migrants originaires d'autres pays que ce qu'on appelait jadis les souches traditionnelles de peuplement de la société québécoise, à savoir la France et l'Angleterre. Ce qui est encore plus important, c'est que ce triptyque se révèle être une tripartition de la formation sociale québécoise, répartie à l'aide d'une lexicographie linguistique entre trois catégories identitaires. Il y a d'abord la catégorie dite francophone, ensuite la catégorie dite anglophone, et enfin la catégorie que l'on appelle allophone. Alors, bon nombre de ces labels identitaires, donc ces trois qualificatifs, se matérialisent aussi comme critères et indices d'appartenance à une société. Ce sont aussi des modes de construction d'une frontière, une frontière qui peut être symbolique, mais qui peut aussi être réelle entre une partie de la population québécoise et l'autre partie de cette population. Et à l'instar donc de cette société, les Africains originaires des pays que l'on a tendance à appeler les pays francophones, une fois arrivés au Québec, se voient automatiquement classés dans cette catégorie identitaire que l'on appelle celle des allophones. Alors bien évidemment, nous allons voir à quel point cette notion est vecteur de conflit, cela engendre un rapport conflictuel, parce que dans la notion même d'allophone, en fait, cette notion d'allophone fait un peu penser à ce que les Grecs appelaient les barbares. Il y a les Grecs, il y a les autres. Alors si on n'est pas francophone, si on n'est pas anglophone, parce que personne ne parle autre, il n'y a aucune langue qui s'appelle autre dans la vie, donc allophone, celui qui parle autre, c'est d'une certaine façon l'usage tout simplement de la fameuse notion de barbare dans la société grecque. Dans la littérature sociologique qui traite de la question de l'identité, ce mode de classification identitaire automatique est rendu par le concept d'exodéfinition. C'est-à-dire c'est un processus par lequel on impose de l'extérieur une caractéristique ou une identité à un groupe social donné. L'exodéfinition s'oppose à un autre concept qui est le concept d'endodéfinition ou auto-attribution. La conception de l'identité traduit donc un processus d'appropriation. Prosaïquement, pour décliner son identité, l'individu ne fait que revendiquer comme sienne une caractéristique ou une propriété, en déployant, si besoin est, des symboles, des référents, des marques, une rhétorique censée en attester. Comme je vais essayer de le montrer dans cette communication, le concept d'appropriation est d'une pertinence heuristique d'autant plus grande que les Africains se présentent comme participants d'une catégorie identitaire différente de celle dans laquelle ils sont classés ici au Québec. Le décalage qui se manifeste ainsi entre l'autodéfinition et l'exodéfinition de ces intellectuels africains s'avère intéressant à prendre en considération parce qu'en effet, dès lors qu'on admet l'idée que l'identité est juste une construction sociale, toute définition de soi se trouve par là même légitime. Par conséquent, la contestation par un groupe dominant au Québec de l'identité que se sont appropriés ces Africains afin de leur assigner une identité autre pose un problème à résoudre. Au plan théorique, ce procédé ne peut être rendu intelligible que par l'introduction d'un autre concept qui est à apparier avec le concept d'appropriation, c'est le concept d'expropriation. Dans un sens, en fait, puisqu'elle ne suggère la non-reconnaissance à ce groupe de l'identité dont il se réclame, l'expropriation met en évidence un rapport de force inégal entre une entité B que l'on pourrait appeler la population dominante québécoise et une entité A qui pourrait être donc cet ensemble dit allophone que constituent les personnes originaires de l'Afrique. En m'appuyant sur les données empiriques, je conçois donc l'expropriation comme l'acte unilatéral d'une entité qui consiste à se réserver la légitimité exclusive
de se prévaloir d'une identité donnée contre la volonté et au détriment d'un autre groupe qui s'en réclame et en est dépositaire au même titre. L'expropriation identitaire laisse entendre la possibilité d'un conflit entre les groupes en interaction. Bien qu'il soit légal, le pouvoir d'imposer à ces Africains un qualificatif identitaire autre que celui dans lequel ils se reconnaissent ne manque pas d'être perçu comme étant en fait injuste par ces acteurs-là. On peut donc logiquement proposer, à la suite de ces réflexions théoriques, l'idée que cette injustice est elle-même susceptible de provoquer, de la part de ces Africains qui estiment la subir, une palette de réactions. Et ce que je veux faire maintenant, c'est rendre compte de quelques réactions que l'on rencontre au sein de ces populations d'Africains originaires des pays francophones. En première instance, il y a une volonté tangible qui structure le discours de ces Africains. Cette volonté consiste essentiellement à établir la légitimité de leur identité francophone. En effet, dans la totalité des cas, ces acteurs se définissent comme des francophones et non pas comme des allophones. Ils établissent leur qualité de francophones en renvoyant à des données qui relèvent de divers registres. Il y a le registre politique, le registre sociologique, le registre historique, linguistique, etc., etc. Juste pour donner une illustration, lors d'un entretien avec l'un d'entre eux, je m'entends dire « Oui, je suis francophone ». Je peux dire que je suis francophone, c'est très simple à expliquer. Comme tant d'autres personnes nées au Gabon, j'ai été soumis à des lois qui accordaient une exclusivité au français. On m'a élevé avec l'idée que le français est la seule langue qui compte dans mon pays. Les projets nationaux ainsi que les lois qui sont élaborées dans mon pays l'ont été dans la langue française. On ne m'a pas donné le choix. Donc, je suis francophone comme n'importe quel francophone. Un autre interlocuteur me dit « Je suis francophone pour plusieurs raisons. Primo, je viens d'un pays francophone. Ça fait plus de 2 siècles que le français est la langue officielle dans mon pays. C'est même un natif de mon pays qui a donné un contenu concret au français. Celui-ci, vous pouvez le deviner, c'est un Sénégalais qui parle parce qu'il fait référence à Senghor, qui a été un des forgerons de cette notion de francophone. Donc, au premier abord, il ressort notamment de ces propos une nette association entre langue et identité. L'identité francophone s'exprime et se fonde ici dans une relation active à la langue française. On est francophone parce qu'on a fait le choix de parler la langue française ou bien parce que cette langue vous a été imposée par le biais de la socialisation. Et ces Africains s'étonnent qu'on puisse donner l'identité, on puisse accorder cette identité de francophone à des personnes qui n'ont fait aucun effort pour s'approprier cette langue, et ils pensent bien évidemment aux Québécois qui sont nés dans la société québécoise, dont les parents sont québécois, qui leur ont juste transmis de façon, j'allais dire, comme naturelle cette langue. Parce que pour eux, ce qui est le plus important lorsqu'on se désigne comme étant locuteur d'une langue, c'est l'effort que l'on fait pour s'approprier cette langue-là. Donc cette affirmation de l'identité francophone ne s'appuie pas cependant toujours que sur une action entièrement exogène. La plupart de ces Africains sont francophones par les efforts qu'ils ont consenti à faire. Ils disent que nous n'avons pas développé une résistance face à cette langue, nous sommes allés vers elle volontairement, chacun de nous a meublé son univers avec les mots, la culture et les idées françaises. C'est le résultat d'un effort qui a fait que nous sommes des francophones. Et comme dit l'adage, c'est une citation d'un des interviewés, qui prend femme, prend pays, de la même façon qu'il prend une langue, prend une communauté. Il transparaît donc dans cet extrait que voilà l'idée d'une appropriation de l'identité francophone par une démarche autonome. En mettant en exergue leur effort d'acquisition de la langue française et la réussite qui s'en est suivie, ces Africains renvoient finalement de façon explicite à une acception beaucoup plus large du qualificatif de francophone qui devrait privilégier le registre linguistique et francophone qui parle la langue française. Le discours de ces Africains a
travers ces discours, donc, on voit qu'il y a bien évidemment une surinvocation du registre linguistique. Et cette surinvocation est intéressante, il faut la comprendre tout simplement par rapport à la démarche migratoire également de ces individus. On surinvoque la langue française parce qu'on veut mettre en exergue la pertinence et la raison d'être de la présence au Québec. Comme disent la plupart d'entre eux, nous aurions pu aller en Russie, nous aurions pu aller en Bulgarie, nous aurions pu aller ailleurs. Nous ne l'avons pas fait. Le Québec, comme vous le savez, n'a jamais colonisé aucun des pays d'où nous venons, mais nous avons fait le choix de venir au Québec parce que nous savons que c'est la poche francophone de l'Amérique du Nord et que dans cette société, nous nous sentirons parfaitement à notre place, alors que si nous aurions fait le choix d'aller en Russie, peut-être que nous ne serions jamais les francophones. Donc, combien de minutes? 5 ? Alors, à une très forte majorité, ces Africains soutiennent que la catégorie identitaire de francophones au Québec est démographiquement très restreinte, car concrètement en est exclu tout un pan de la société qui peut légitimement se prévaloir d'en faire partie. Une telle croyance s'origine dans des données de différents ordres. Celles-ci peuvent être d'une part personnelles ou collectives. Elles consistent soit en des constats, des interactions au sein d'un univers privé. Certains, par exemple, vous disent « J'ai été très étonné de voir qu'il existe sur Radio-Canada francophone une émission sur la francophonie de manière générale et notamment la culture francophone. Et dans le cadre de cette émission, me disait-il, j'ai constaté que tous les journalistes qui sont invités sont soit des Suisses, soit des Belges, soit des Français, soit des Québécois. Il n'y a jamais eu de journalistes haïtiens ou de journalistes africains. C'est comme s'il y avait un lien intrinsèque entre la qualité de francophone et la couleur de la peau. Donc, une vision un peu, j'allais dire, essentialiste et peut-être même racialiste de la définition de la francophone, c'est celle que leur renvoient donc ces émissions-là qu'ils écoutent à la radio québécoise. Et donc, dit-il, je pense que, je cite celui-ci, francophone a été étroitement réservé ici à ce qu'on appelle les pure laine. Comme je n'ai que 5 minutes, je vais me dépêcher donc de faire rapidement une conclusion. 4 minutes maintenant. Ok, donc ce que j'ai voulu essayer de faire très rapidement ici, à travers cette présentation, c'est donc de montrer qu'en fait, l'acception de francophones dans la société québécoise s'expose au risque d'une obsolescence sociologique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est une acception qui, aujourd'hui, aurait tout intérêt à être revue compte tenu de la reproduction ou du renouvellement, de cette société québécoise, mais un renouvellement qui ne s'appuie plus sur ce qu'on appelait jadis les peuples traditionnels de migration, les origines traditionnelles donc de cette immigration, mais comme on le sait, la plupart des migrants qui arrivent au Québec ne sont plus issus des deux souches traditionnelles, à savoir la France et l'Angleterre, mais de pays autres, notamment des pays du Sud. Donc la définition traditionnelle de la catégorie identitaire de francophone par opposition à une autre dite anglophone est restée pertinente aussi longtemps que l'expérience de la société québécoise s'est résumée à la dynamique sociale des deux fameuses solitudes, pour reprendre l'expression de Charles Taylor. Aujourd'hui, cette démarche d'une partie des Québécois non issus des peuples fondateurs de remettre en question une telle définition augure mal la perpétuation de l'acception encore dominante de francophones.